Il y a plein de choses sur lesquelles on a des intuitions qui nous semblent vraiment évidentes et qui sont aussi parfaitement fausses. Un très bon exemple, c'est la notion d'individu. Quelle est la limite de « vous » ? Qu'est-ce qui sépare votre personne du reste du monde ? A priori, c'est plutôt simple. Pour les humains, la peau est la frontière entre le soi et tout le reste. Pour un arbre, c'est l'écorce, pour un organisme unicellulaire, c'est la membrane ou la paroi, et pour un virus, c'est la capside ou, éventuellement, le brin d'ADN ou d'ARN une fois qu'il est rentré dans son hôte. L'idée est à chaque fois la même. Il y a une limite claire, et cette limite, elle est spatiale. À cet endroit précis, c'est l'individu, et quelques centimètres ou micromètres plus loin, c'est plus l'individu. Une autre particularité de cette définition d'individu, c'est qu'on les retrouve qu'à une échelle précise. Il n'y a pas de molécules d'individus, ou d'écosystèmes individus, ou de planètes individus. Voilà, personne n'a besoin de nous apprendre tout ça, parce que c'est totalement évident, mais cette idée des individus est peut-être complètement fausse. Je vais vous le prouver en vous montrant des exemples d'êtres vivants qui sont très méconnus et qui vont faire voler en éclats toutes vos intuitions sur le concept d'individu et qui changeront peut-être même votre façon de vous voir vous-même. Voici une crevette. Les Synalpheus vivent dans la mer des Caraïbes et elles forment des colonies dans des éponges qui font office de forteresse. Une seule reine se reproduit et elle est entourée par de nombreuses travailleuses et travailleurs qui, eux, ne se reproduisent pas. Ils protègent la colonie et ils s'occupent des petits. Tous les individus d'une même éponge sont apparentés et en fait, on retrouve exactement le même fonctionnement que les colonies des insectes. La colonie dans son ensemble persiste au cours du temps, elle s'adapte à son environnement d'un bloc et les intérêts de chacun des organismes à l'intérieur sont tellement alignés avec ceux du groupe qu'ils sacrifient leur propre reproduction, de la même façon que nos cellules à nous se coordonnent pour faire fonctionner notre corps. C'est un super organisme et il y a de très nombreux exemples de sociétés de ce type dans le monde vivant, donc chez les crustacés, mais aussi évidemment chez les insectes, chez les mammifères et même chez des plantes. Ouais, il y a des plantes qui vivent en colonie, le monde vivant est magnifique. Les biologistes qui travaillent sur ces colonies ont décrit des étapes qui ressemblent fortement à un cycle de vie. Croissance, reproduction, mort. En d'autres termes, la colonie, en tant que telle, se comporte comme une sorte de méta-individu. Sauf que notre définition d'individu ne les inclut pas du tout. Autre exemple. Les pyrosomes sont des tuniciers qui vivent dans les océans. Des milliers d'individus identiques, les zooïdes, se rassemblent autour d'un axe central et forment ensemble cette sorte de tube gélatineux. Certains peuvent atteindre 20 mètres de long, et des gens se sont même amusés à nager à l'intérieur de pyrosomes, ce qui n'est pas très polype. Et ces gigantesques tubes sont fondamentalement composés de très nombreux individus qui coopèrent ensemble pour avancer et filtrer le plancton qu'ils trouvent sur la route. Et faire de la lumière dans certains cas. C'est très joli. Absolument incroyable ce que peuvent faire des organismes super simples qui coopèrent. Et donc on peut se demander, où est l'individu ici ? Est-ce que c'est le zooïde ou est-ce que c'est la colonie dans son ensemble ? Un autre exemple que j'aime beaucoup est cet organisme qui vit à des centaines de mètres de profondeur dans les océans, qui s'appelle Rhabdopleura. Là aussi, les organismes sont des colonies de nombreux zooïdes qui se rassemblent autour d'un axe central. Des branches sont attachées à cet axe et les zooïdes vivent à l'intérieur, et ils filtrent du plancton marin, là aussi. La forme de cylindre plus alimentation avec du filtrage, c'est un énorme succès dans l'évolution. C'est un énorme tube. Merci Albertville, c'était une super soirée, à bientôt. Bref, là on a des organismes en forme de tuyaux qui ne bougent jamais, qui filtrent passivement ce qui passe, et qui vivent à des endroits que la lumière n'éclaire jamais. Quoi de plus fascinant, me direz-vous ? Eh ben, vous auriez tout à fait raison. Les Rhabdopleura sont en fait un des groupes d'espèces parmi les plus vieilles du monde vivant. Les premières espèces du genre sont apparues au milieu du Cambrien, il y a 500 millions d'années. Je ne sais pas si vous vous représentez à quel point c'est vieux, mais pour vous donner une idée, seulement quelques dizaines de millions d'années plus tôt, la vie était encore totalement unicellulaire. Les Rhabdopleura sont donc arrivés au tout début du film de l'évolution des animaux, ce qui fait une petite éternité de temps passé à filtrer de la poussière sur le plancher océanique. L'ennui ultime incarné dans un être vivant. Ou plutôt dans plusieurs êtres vivants, parce que ce sont des colonies. Quitte à s'emmerder, autant le faire entre potes, j'imagine. Dommage que j'ai plus de potes. Qui est l'individu ici ? Le zooïde unique ou la colonie de tubes ? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que les Rhabdopleura ne sont pas du tout les seuls à brouiller les limites du concept, et de très nombreux organismes vont encore plus loin. Ceci est une physalie. Cet organisme appartient à une branche totalement différente de l'arbre du vivant de celle des tuniciers ou des Rhabdopleura. Fondamentalement, c'est une cité flottante qui est composée de milliers de zooïdes qui sont génétiquement identiques, donc comme les Rhabdopleura ou les pyrosomes, mais chez cet organisme, tous les zooïdes sont spécialisés. Le flotteur est un type de zooïde, les tentacules en sont d'autres. Il y a des zooïdes pour se nourrir, des zooïdes pour se défendre, des zooïdes pour se reproduire.
La physalie appartient à un groupe qui est nommé les siphonophores, et ce groupe contient 170 espèces qui sont toutes vraiment très étonnantes. Esthétique. Alien. Très alien. Je vous conseille vraiment de passer un peu de temps à regarder les très nombreuses vidéos de siphonophores qu'il y a sur YouTube, parce que c'est hypnotisant. C'est même assez hallucinant en fait. Les siphonophores vivent à différentes profondeurs dans la colonne d'eau. Certains sont près de la surface et d'autres sont à quelques kilomètres de profondeur. Et leur taille va de quelques centimètres à plusieurs dizaines de mètres. Plusieurs dizaines de mètres. Non mais regardez ça. Regardez ça. Voilà, je vous mets un Pedro Pascal pour l'échelle. Voilà. Ouais, oui, merci. Tu peux t'en aller, merci. C'est bon. Ces animaux sont probablement les plus exotiques qui existent sur cette planète, et pourtant la compétition est rude. Et le fait que ce soit pas des individus au sens où on l'entend, mais des colonies d'individus qui coopèrent et qui se spécialisent pour faire une sorte de méta-individu, ça les rend encore plus extraterrestres. Le groupe des siphonophores appartient à la grande famille des hydrozoa, et chez les autres espèces de cette famille, chaque zooïde est un individu indépendant, avec son propre cycle de vie. Donc à un moment dans l'évolution des siphonophores, ces zooïdes indépendants sont devenus clonaux, sont restés ensemble, et ils se sont spécialisés. Aucun d'entre eux ne pourrait survivre sans les autres, et là aussi, on peut se demander où est l'individu. Est-ce qu'il est là, ou est-ce que c'est ça? Prenons encore un autre exemple. Voici Dictyostelium discoideum. Ces amibes sont des êtres unicellulaires en temps normal, mais elles pratiquent du colonialisme temporaire. Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est probablement pas le bon mot d'ailleurs. Elles sont en colonie temporairement. Voilà. Quand tout va bien, ces organismes unicellulaires vivent leur vie indépendamment, mais quand la nourriture manque, quelque chose d'incroyable se produit. Elles rampent les unes vers les autres et elles fusionnent en formant une nouvelle entité, une limace multicellulaire. Cette nouvelle limace se déplace comme si elle avait une volonté unique, et elle cherche un endroit propice pour la prochaine étape. Imaginez si on appliquait cette logique aux humains. Non, n'imaginez pas en fait, non, c'est pas la peine. Quand ce nouvel organisme a trouvé le bon endroit, certaines cellules se sacrifient et deviennent une tige qui va soulever une grappe d'autres cellules. Les cellules de cette boule se transforment en spores et se feront emporter par le vent en redevenant individuelles par la même occasion. C'est incroyable, et la définition d'individu, qui marche très bien pour vous et moi, boite complètement devant Dictyostelium. Par exemple, prenez les amibes qui deviennent des spores à la fin de tout le processus. Elles sont passées par un changement de définition qui est absolument hallucinant. Au départ, elles étaient individus, puis elles n'étaient plus individus, puis toujours pas individus, puis elles sont redevenues individus. Donc comment ça marche? Vous vous dites sans doute que j'ai choisi des exemples très soigneusement pour qu'ils soient étranges, mais que, en dehors de ça, le concept marche plutôt bien, mais en fait, pas du tout. Les fougères. Les fougères sont un groupe gigantesque parmi les plantes. Il y a plus de 10 000 espèces qui sont réparties sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Elles ont eu le temps de coloniser la planète, puisqu'elles sont là depuis plus de 400 millions d'années. À l'époque, notre arrière-grand-papy ressemblait à ça. Ne lui parlez pas de la guerre d'Algérie, ça le rend nerveux. Toutes les fougères du monde ont un cycle de vie en 2 étapes. La fougère qu'on connaît généralement est le sporophyte, avec les feuilles dentelées qui sont iconiques. Mais il y a une autre étape qui est nommée le gamétophyte, qui ressemble à ça. Une fougère, c'est ça. Mais une fougère, c'est aussi ça. Pour comprendre ce qu'est un gamétophyte, il faut comparer avec notre cycle de vie à nous. Les Homo sapiens sont diploïdes. On a 2 copies de chaque gène, l'une vient du père et l'autre de la mère. Quand les humains se reproduisent, ils émettent des gamètes qui sont, eux, haploïdes, qui n'ont qu'une seule copie de chaque gène. Ces 2 gamètes se rencontrent, ils fusionnent et ils forment une cellule embryonnaire, diploïde, qui sera le futur humain. Jusque-là, ça va, mais les fougères ne fonctionnent pas du tout comme ça. Les sporophytes, qui correspondent à nous, en phase diploïde, n'émettent pas vraiment de gamètes comme nous. À ce stade, la plante émet des spores qui sont haploïdes. Ces spores vont se poser quelque part, grandir, devenir un autre individu, et c'est cet individu qui, lui, va faire des gamètes. C'est comme si le liquide qu'on sécrète se mettait à pousser, devenir un mini-nous avec une seule copie de nos gènes, et que ce mini-nous finissait par rencontrer le mini-moi de quelqu'un d'autre, qu'ils mélangeaient leurs gamètes pour donner un bébé humain. C'est extrêmement étrange. Enfin, pour nous, parce que si les fougères pouvaient parler, elles seraient sans doute très choquées qu'on ne fasse pas de mini-versions haploïdes qui se reproduisent entre elles. Ah, vous faites ça vous-même? Mais c'est dégueulasse! C'est pas que le cas chez les fougères d'ailleurs. Les 20 000 espèces de bryophytes, comme les mousses par exemple, ont aussi un cycle de vie en 2 étapes comme ça. Et chez ces espèces, c'est la forme haploïde qui est majoritaire, pas la diploïde. Quand vous vous allongez sur un tapis de mousse moelleux, vous êtes sur la version mini-moi de ces individus, pas la version complète diploïde comme vous et moi. Bref, c'est sans doute assez de reproduction des plantes pour aujourd'hui, mais ça amène une question très intéressante. Les gamétophytes, ce mini-moi des fougères et des mousses, est-ce que c'est un individu?
Il fait de la photosynthèse, il fait de la respiration, il se reproduit, bref, c'est une plante comme les autres. Donc, pourquoi est-ce que leur version haploïde de leur cycle de vie pourrait être des individus, mais nos versions haploïdes ne pourraient pas l'être? Très bonne question, mais avant que vous n'ayez le temps de philosopher sur les conséquences de donner le statut de personne à nos sécrétions, laissez-moi vous offrir un autre exemple. Le roi Lomacia est un arbre qu'on ne retrouve que dans une seule vallée, en Tasmanie. Cet arbre a été décrit très récemment, dans les années 60. Il forme une colonie d'environ 500 arbres qui se reproduisent en se clonant les uns les autres. Une branche tombe au sol, les racines émergent et un arbre apparaît. Toute la colonie vient d'un seul arbre à l'origine, et il n'existe plus aucun autre arbre que celui-ci, nulle part au monde. Tous les arbres du roi Lomacia sont donc des clones, et donc l'espèce entière est composée d'un seul individu. Une espèce qui n'a qu'un seul individu. Selon les estimations, l'individu se reproduit par clonage depuis au moins 40 000 ans, et peut-être même depuis plus de 100 000 ans. Les chercheurs ont pu dater ça en analysant les restes de Lomacia dans le sol, parce que l'individu pousse littéralement sur des fossiles de lui-même. Des fois en biologie, on se prend des claques, mais alors celle-là, je dois dire qu'elle est vraiment pas mal. Mais évidemment, la question la plus intéressante, c'est où est l'individu ? Chaque plan clonal est-il un individu, ou est-ce que l'individu, c'est la colonie dans son ensemble qui se propage depuis l'époque où on pouvait marcher à pied jusqu'en Tasmanie parce que le niveau des océans était 100 mètres plus bas? Les conséquences sont quand même radicalement différentes dans les deux scénarios, et je commence à avoir l'impression que le concept intuitif sur lequel on se base généralement bégaye un peu. Le roi Lomacia n'est même pas un cas isolé. Il y a en fait plusieurs autres exemples de colonies gigantesques de végétaux qui soulèvent les mêmes questions. En 2022, par exemple, des chercheurs ont découvert une de ces colonies dans une des baies d'Australie. La plante en question est une Posidonie marine qui s'est clonée sur plus de 180 km de long. Un individu de 180 km. C'est-à-dire qu'il faut un satellite pour faire un selfie, quoi. C'est compliqué. Ok, bon, dernier exemple. Les lichens. Ces organismes sont l'assemblage entre un champignon qui fournit le gîte et des algues vertes qui fournissent le couvert, en quelque sorte, sous la forme de glucose issue de la photosynthèse. Les champignons sont totalement dépendants de l'algue, et même si certaines d'entre elles peuvent se développer en dehors du réseau de filaments fongiques, elles profitent largement de la protection et de l'humidité que le champignon apporte. Donc même si parfois l'un des deux partenaires tire un peu trop sur la couverture, c'est globalement donnant-donnant, et les trajectoires évolutives des espèces qui s'engagent dans ce genre de relations symbiotiques sont étroitement liées. Chaque partenaire se comporte plus comme un organe d'un méta-individu que comme un individu indépendant. Est-ce que l'individu c'est ça, ou est-ce que c'est ça? C'est encore un problème. Et là où ça devient encore plus embrouillé, c'est que les lichens pratiquent aussi le clonage, comme le roi Lomacia de l'exemple précédent. Certaines colonies de lichens auraient plus de 10 000 ans, et l'individu grandit exactement à l'endroit où ses anciennes copies de lui-même grandissaient des siècles et des siècles auparavant. Du coup, les lichens brouillent le concept d'individu de plein de façons différentes. La biologie, c'est vraiment pas une science pour les gens qui aiment les trucs carrés, bien rangés. L'exemple des lichens s'applique bien sûr à toutes les très nombreuses autres relations symbiotiques qu'il y a sur la planète, depuis ces gastéropodes qui font de la photosynthèse avec des algues dans leur épiderme, jusqu'à ces dizaines de milliers d'espèces de plantes à fleurs qui ont des bactéries à leurs racines et qui ont besoin de l'azote qu'elles leur apportent. La symbiose n'est pas du tout une exception dans le monde vivant, et ce serait pas exagéré de dire que la plupart des organismes sont impliqués dans une relation microbienne qui est très importante pour leur identité. Même chez nous, les bactéries de notre propre microbiome intestinal sont essentielles à notre digestion, à nos capacités cognitives, à notre immunité. On ne peut pas vivre sans elles, et elles ont un rôle dans notre survie et dans notre identité. Donc, quand on parle d'un individu humain, est-ce qu'on parle aussi des bactéries qui sont à l'intérieur, ou pas? Et même, on peut aller plus loin, parce que comme il y a plus de cellules bactériennes que de cellules humaines dans une personne, ce serait plutôt à elles de se demander si l'humain qui est tout autour fait partie de leur individu ou pas. À Méditerranée. Une étude récente a montré que la plupart des arbres avaient un microbiome bien à eux, et de nombreuses espèces d'insectes ont des bactéries qui changent littéralement leur sexe, et de façon générale, le concept d'holobionte, qui est donc l'assemblage des organismes et de ses partenaires proches, est de plus en plus reconnu comme un concept très important en biologie. Bref, voilà, j'arrête. Il y a donc un petit souci avec la définition de ce qu'est un individu en biologie. Et c'est exactement le problème que cette publication, qui est parue en 2020, propose de régler. Dans cet article, des chercheurs ont proposé la théorie de l'information de l'individualité. L'idée fondamentale de cette théorie, c'est que ce qui définit un individu, c'est pas son corps physique ou son ADN, mais sa capacité à faire une chose spécifique, préserver l'information sur lui-même au fil du temps. Fondamentalement, tous les organismes sont des agrégats qui transmettent des informations de leur passé vers leur futur et qui essaient de préserver leur intégrité face aux fluctuations du temps et de l'entropie. Cette idée avait été proposée par Georges Cuvier, puis développée par le physicien Erwin Schrödinger dans son livre « Qu'est-ce que la vie ?».
Schrödinger estimait que la caractéristique déterminante de la vie était sa capacité à maintenir de l'ordre face à la dérive inexorable de l'univers vers le désordre, l'entropie. La théorie de l'information de l'individualité reprend cette idée et elle la formalise mathématiquement avec des outils de la théorie de l'information. Un individu n'est plus un objet, mais il devient un processus qui préserve ses informations contre les effets délétères du temps et du bruit environnemental. C'est un peu flou, donc prenons un exemple et imaginons un organisme, Pedro Pascal. L'organisme est littéralement cette séquence de lettres, Pedro Pascal. Pedro Pascal vit dans la jungle et les rayons UV, les parasites et les ravages du temps attaquent son intégrité et changent des lettres au hasard. Il est Pedro Pascal l'année suivante, puis Podro Pascal, puis Podro Pascal, et ainsi de suite. Le système ne réussit pas à préserver son information au cours du temps, le bruit environnemental est trop fort, et Pedro Pascal a perdu son identité face à l'entropie. Trop triste. A l'inverse, imaginons un Pedro Pascal qui vit dans un milieu où l'environnement est beaucoup plus tranquille, genre le fond des océans. À chaque étape de sa vie, son individualité mesurée par la théorie est très élevée. Pour mesurer cette individualité, les chercheurs proposent d'utiliser un outil mathématique qui s'appelle l'information mutuelle. Sans rentrer dans les détails, l'information mutuelle mesure à quel point connaître quelque chose permet de réduire l'incertitude sur quelque chose d'autre. Pour le Pedro Pascal qui reste Pedro Pascal à chaque étape, l'incertitude est de 0. C'est très facile de prédire à quoi il ressemblera à n'importe quel moment. Comme il est au niveau minimal théorique d'incertitude d'un moment à l'autre, on peut dire que son niveau d'individu est extrêmement élevé. C'est un peu une sorte de mesure de à quel point on est corrélé avec soi-même. Et on va revenir sur la méthode et les conséquences que ça a dans une seconde, mais on voit déjà une première conclusion qui est vraiment très intéressante. On peut être individu à un plus ou moins haut degré. L'individualité n'est plus une propriété binaire, genre on l'est ou on l'est pas, mais il y a des échelles d'individualité. C'est une quantité qui se mesure. Par exemple, le roi Lomacia se reproduit à l'identique de façon clonale depuis des dizaines de milliers d'années, et il est clairement beaucoup plus individu qu'aucun d'entre nous ne le sera jamais. Les colonies de Rhabdoplora non plus ne sont pas vraiment perturbées, sinon par l'ennui, et donc leur individualité est maximale. On leur arrive pas à la cheville. Si elles en avaient. L'autre conséquence, c'est que cette mesure peut être faite sur n'importe quel système, à n'importe quelle échelle. Ce que ça veut dire, c'est que l'individualité peut émerger et être mesurée à n'importe quel niveau d'organisation. Des molécules complexes, aux gènes, aux cellules, aux organismes, aux groupes sociaux, aux écosystèmes, et même aux systèmes culturels ou technologiques. Des trucs pas vivants peuvent montrer de l'individualité. Face à la question « est-ce que ce sont les zooïdes ou la colonie dans l'ensemble qui est l'individu ?», la théorie répond « oui ». Les termitières ou les fourmis ? Oui. Et cette mesure ne se limite pas aux objets biologiques. N'importe quel système qui maintient son existence face au ravage de la seconde loi de la thermodynamique peut avoir une mesure d'individualité, ce qui inclut les cyclones, les feux de forêt, les systèmes culturels ou même les institutions. La Monnaie de Paris, qui est la plus vieille institution de France, parce qu'elle a été créée à une époque où il suffisait de 3 chiffres pour donner l'année, elle a a priori un score d'individualité qui est plus élevé que la NPE. Pôle emploi. France Travail. Enfin, l'individualité peut être imbriquée. Les individus peuvent exister au sein d'autres individus, eux-mêmes inclus dans d'autres individus, et ainsi de suite. Une mitochondrie est un individu au sein d'une cellule cancéreuse, qui est un individu au sein d'un organisme cellulaire, c'est vous, arrêtez de fumer, qui est un individu au sein d'un groupe social, et ainsi de suite. Si la mesure montre que chacun de ces systèmes arrive à maintenir son information au cours du temps, et qu'il est prédictible d'une étape à l'autre, alors ça pose aucun problème. Cette définition est franchement un énorme mindfuck, pour moi. Parce que si on y réfléchit bien, les individus ne se définissent plus par des tas d'atomes. C'est plus une définition spatiale, un agrégat de molécules dans cet endroit précis du monde, mais une définition temporelle. Les individus sont des processus, celui de conserver l'information d'un système au cours du temps. On s'en fiche de savoir ce qu'un organisme est, on veut juste savoir ce qu'il fait. C'est assez renversant. Certains chercheurs ont déjà commencé à appliquer la théorie à leurs propres questions de recherche. Et cet article, qui est paru cet été, a utilisé ce modèle pour montrer que l'évolution pouvait effectivement s'appliquer à des échelles qui sont supérieures à l'individu sous certaines conditions. Exactement ce que suggère la théorie de l'information de l'individualité. Mais bon, il y a quand même un problème, c'est que cette définition n'est pas très pratique. Imaginons qu'on ait accès à l'état de tous les systèmes qui nous entourent au cours du temps. Dans ce jeu de données monumental, les systèmes sont représentés comme des lignes de leur naissance à leur mort, et vous pourriez alors voir comment ils interagissent entre eux. Cet arbre et les arbres autour, cette termitière et ce tapir, Pedro Pascal et le roi Lomacia, vous et la ville dans laquelle vous habitez, et ainsi de suite. Avec des outils statistiques extrêmement perfectionnés, vous devriez être capable de décomposer précisément la corrélation entre chacun de ces systèmes, et surtout de chacun de ces systèmes avec eux-mêmes au cours du temps. Vous auriez alors la mesure de l'individualité de chacun de ces systèmes par rapport aux autres. Et ce serait super chouette. Mais évidemment, cette information-là, il faut l'avoir, et c'est un peu là que le bas blesse. C'est effectivement théoriquement possible de calculer un score d'individualité, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment d'outils pour appliquer cette théorie dans le vrai monde de la réalité véritable.
Alors ça changera pas grand chose à votre quotidien, c'est sûr, mais ça ouvre quand même des possibilités, et en particulier là où nos perceptions classiques ne suffisent plus. Par exemple, certains fossiles sont si anciens que leurs structures sont très différentes des organismes d'aujourd'hui. Vous imaginez pas les débats qui existent pour savoir si un animal vivait dans un sens ou dans l'autre. Parfois, les chercheurs ne savent même pas si ce qu'ils regardent est un individu, une colonie ou totalement autre chose, et les méthodes de cette théorie pourraient aider à y voir plus clair dans le futur. On peut aussi penser à l'étude de la vie sur d'autres planètes, mais à mon avis, là où ce modèle va être très utile, c'est sur l'étude des IA. Selon le modèle, peu importe le support tant que l'information se conserve d'un état à l'autre. Que ça se passe dans le cerveau ou sur un réseau de neurones sur du silicium, ça ne fait aucune différence. L'intelligence des modèles de langage ou de raisonnement est un énorme sujet d'étude. Beaucoup de gens voudraient réussir à détecter le développement d'une certaine individualité de ces IA avant que ça tourne au vinaigre, si possible, et l'avantage c'est que obtenir énormément de données sur leur état à chaque instant n'est pas du tout un problème, au contraire. L'individualité de ces agents artificiels est donc le sujet d'étude idéal pour tester ces théories, et je suis prêt à parier qu'on la verra passer dans des futures publications de sciences informatiques. Mais il est aussi tout à fait possible que cette nouvelle formalisation du concept d'individu n'apporte absolument rien sur le long terme. Qui sait? Mais dans tous les cas, je trouve que ce modèle était vraiment renversant et il valait le coup d'être partagé. Merci d'être resté jusqu'au bout et à la prochaine.